Agnès Leroux est l'héritière d'un des plus gros casinos de France, mais en 1977, elle disparaît. La famille va se battre pendant des années pour obtenir justice, mais une personne est dans leur ligne de mire, l'ex-compagnon d'Agnès, qui plus est avocat. Lançons-nous maintenant dans la triste histoire d'Agnès Leroux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire qui je pense est assez connue, mais bon j'avais vraiment envie d'en parler, elle m'a beaucoup touchée. Vous me direz en commentaire si vous la connaissiez déjà, ça m'intéresse. Moi j'en avais déjà entendu parler, en tout cas le nom disait quelque chose. Mais voilà, en faisant mes recherches j'ai appris plein de nouvelles choses et je pense que vous allez apprendre pas mal de choses sur cette affaire aussi si vous la connaissez déjà, et si vous la connaissez pas, bah tant mieux. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que quand on atteindra le stade de 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo par jour pendant une semaine. Agnès Gloria Leroux est née le 14 septembre 1948. Elle est née à Neuilly-sur-Seine et l'héritière d'une part du casino du Palais de la Méditerranée. Au moment des faits, Agnès a 28 ans. C'est une femme divorcée qui vit dans un appartement à Nice, à côté du port de Nice. C'est vrai que 28 ans, ça peut paraître jeune pour être une femme divorcée, mais Agnès était mariée très jeune et elle était directement partie en Côte d'Ivoire pour vivre là-bas avec son mari qui lui faisait son service militaire en Côte d'Ivoire. Agnès, elle voulait quand même travailler là-bas et donc elle en a profité pour monter une entreprise d'importation d'artisanat africain. Agnès était vraiment une personne qui aimait beaucoup faire des choses de ses mains. Elle fabriquait des bijoux, elle était vraiment aussi très fan de l'art, de l'art africain, enfin c'était vraiment quelque chose qui la passionnait. Donc voilà, elle est restée 2 ans comme ça en Côte d'Ivoire et puis elle a décidé de divorcer 2 ans plus tard et elle est repartie à Nice pour essayer de se rapprocher un petit peu plus de sa famille. Les parents d'Agnès ne vivaient pas très loin de Nice, en fait ils habitaient à Monaco et elle était aussi très proche de son frère qui lui habitait Paris à ce moment-là. Je sais qu'elle avait d'autres sœurs mais je sais pas vraiment où est-ce qu'elles habitaient, sans doute à Monaco avec les parents, mais j'ai pas trop envie de m'avancer quand même. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, Agnès elle va pas très bien, elle a été diagnostiquée dépressive et aussi il faut savoir qu'en octobre 1977, donc le mois de sa disparition en gros, ou le mois avant, elle avait fait 2 tentatives de suicide. Mais voilà, son frère, donc qui s'appelle Jean-Charles, avait expliqué qu'elle se sentait un peu mieux, que voilà, en fin octobre 1977, elle l'avait rassurée en disant que voilà, ça allait et qu'elle avait un petit peu repris le goût de vivre. Alors c'est vrai que je suis pas très précise pour le moment, je dis qu'elle a peut-être disparu fin octobre ou en novembre, mais en fait c'est parce que la date de sa disparition n'a jamais été très exacte. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle a disparu. On sait que la famille a arrêté d'avoir des nouvelles d'Agnès à partir du 27 octobre 1977. Mais bon, on pense qu'elle a disparu entre du coup le 27 octobre et le 2 novembre. La police penche quand même plus vers le 2 novembre et en fait quand ils ont fait des recherches pour essayer de voir si Agnès avait communiqué avec des amis, on sait que les communications s'arrêtent à partir du 2 novembre. Alors malheureusement, Agnès, elle va disparaître mais sa famille ne va pas vraiment se rendre compte tout de suite. Donc voilà, la famille a arrêté de recevoir des nouvelles depuis le 27 octobre, mais bon, ils s'inquiètent pas trop, ils savent qu'Agnès est vraiment une personne indépendante et que ça lui arrive de voyager. En fait, elle voyage assez souvent, donc ils se disent ok, elle a peut-être oublié de nous prévenir qu'elle voyageait. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ou quoi, donc on postait pas notre vie autant. Quand quelqu'un partait et qu'il oubliait de le dire à sa famille ou quoi, ça pouvait arriver qu'il se demande où la personne est et puis elle revenait parce qu'elle avait juste oublié d'expliquer qu'elle partait 3 jours dans un autre pays. Donc voilà, la famille relativisait quand même assez fort et le frère d'Agnès, donc Jean-Charles, lui, il commençait quand même un peu plus à s'inquiéter que les autres membres de sa famille parce que, bon, comme je le disais, ils étaient super proches et le fait qu'Agnès ne lui donne pas de nouvelles à lui, c'était quand même un petit peu bizarre. Au final, c'est seulement à la mi-novembre que la famille va commencer à réellement s'inquiéter. Tout le monde discute entre eux dans la famille, ils commencent à chercher un peu même, demander des nouvelles à des amis. Je sais que le frère d'Agnès avait téléphoné à plusieurs des amis d'Agnès pour savoir si eux avaient des nouvelles d'elle. Ils disaient que non.
Et puis à un moment donné, le frère d'Agnès a commencé à lui-même relativiser et à se dire que peut-être qu'Agnès voulait tout simplement comme couper un peu les ponts avec sa famille parce que en fait elle avait un nouveau compagnon et depuis qu'elle avait ce nouveau compagnon, eh bien Agnès était beaucoup moins présente dans sa famille et était beaucoup plus comme renfermée avec ce nouveau compagnon et donc son frère Jean-Charles s'est dit ok c'est peut-être ça, la raison de l'absence d'Agnès. Si vous vous demandez qui est ce nouveau compagnon, il s'appelle Maurice Agnolet et c'est l'avocat de Renée, la mère d'Agnès. À ce moment-là, la famille n'a pas beaucoup d'informations personnelles sur l'avocat. Le frère d'Agnès le trouve un petit peu bizarre. Il dit plus tard que voilà, quand il voyait Maurice Agnolet, il était comme très intime avec Jean-Charles alors qu'ils se connaissaient pas du tout et Jean-Charles trouvait ça bizarre, comme si Maurice essayait vraiment de se faire apprécier par Jean-Charles. Jean-Charles ne se le cache pas, à ce moment-là, il portait pas énormément Maurice Agnolet dans son cœur. Et puis j'ai fait plus de recherches et j'ai compris qu'au moment où Maurice Agnolet fréquentait Agnès, eh bien il n'était plus l'avocat de la mère d'Agnès, donc il ne travaillait plus pour la famille Leroux. Alors pourquoi il n'était plus avocat pour René? Eh bien c'est parce qu'un jour il avait demandé à René de l'upgrader, de ne plus être simplement l'avocat de la famille, mais de pouvoir avoir une place, une bonne place au sein du casino. Il voulait vraiment travailler dans ce casino, il disait qu'il en avait un peu marre d'être avocat. Mais voilà, René a refusé, ce qui a créé une dispute et donc René a renvoyé Maurice Agnolet et donc voilà, ce n'était plus l'avocat de la mère d'Agnès. Selon les parents, à partir de cette dispute entre les parents d'Agnès et Maurice Agnolet, c'est à partir de là que vraiment Maurice et Agnès se sont encore plus rapprochés, comme si Maurice avait mis le grappin un petit peu sur Agnès, comme s'il la renfermait petit à petit. C'est ce que ressentent les parents, après c'est subjectif, mais en tout cas c'est comme ça que eux l'ont vu. Alors aussi les parents pensent que Maurice Agnolet était en train de monter Agnès contre sa famille, contre ses parents, et d'ailleurs il va y avoir une preuve lors d'une réunion pour réélire le président du casino, donc qui était à l'époque la mère d'Agnès. Agnès va voter contre sa mère. Et donc, à cause de sa propre fille, sa mère sera destituée. Donc déjà ça c'est assez grave, mais ça s'arrête pas là. En fait, en votant contre sa mère, Agnès savait que l'autre personne qui allait être élue serait une personne qui avait pour but de faire fermer le casino. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait un autre casino. Il voulait avoir le monopole, il voulait gagner plus d'argent grâce à son casino. Donc voilà, comme je le disais, après ce vote, il va y avoir une guerre énorme qui va se déclencher au sein même de la famille. Agnès en avait un petit peu marre, elle voulait se débarrasser du casino, elle voulait pas être l'héritière du casino. Il faut savoir aussi une chose importante, c'est que le frère d'Agnès a dit dans plusieurs interviews que lors des votes, lors des décisions importantes, Agnès était toujours accompagnée de Maurice Agnolet. Toujours, et ils étaient très collés et il disait c'est comme si Maurice lui chuchotait à l'oreille tout ce qu'elle devait dire, tout ce qu'elle devait faire. Encore une fois, c'est subjectif et c'est la subjectivité du frère d'Agnès. Mais voilà, lui, il a vécu comme ça et il a vu en tout cas que Maurice ne lâchait pas Agnès d'une semelle. Revenons-en maintenant à la disparition d'Agnès. La première personne qui va appeler la police est René, sa maman et la police. Ils vont simplement répondre à René que Agnès a 28 ans, que c'est une adulte et que si elle veut disparaître, elle en a totalement le droit. Déjà qu'ils avaient perdu énormément de temps, là la police ils veulent rien faire. C'est même pas comme si la police disait ok attendez 48 heures. Là la famille avait attendu un demi-mois et toujours aucune nouvelle de leur fille, aucune nouvelle d'Agnès et la police leur dit encore d'attendre et qu'ils peuvent rien faire. Enfin, moi je trouve ça fou, mais bon, c'est ce qui s'est passé et donc la famille va rester un petit peu là à se dire bon qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, Jean-Charles va alors décider d'aller à Nice pour aller voir dans l'appartement de sa sœur, voir si elle est là, peut-être qu'elle se cache ou quelque chose comme ça. Et là, il va voir que sa moto est toujours garée à l'endroit où elle était garée d'habitude, sauf que sa voiture n'est plus là. Pour votre information, la voiture d'Agnès était une Range Rover de couleur crème et d'ailleurs pendant longtemps, le frère d'Agnès va essayer de retrouver cette voiture parce que si on retrouve la voiture, il se disait on retrouvera sans doute Agnès. Il est quand même monté à l'étage de l'appartement de sa sœur, il a sonné
sonné, mais personne n'a répondu. En même temps, ça ne l'a pas étonné, si sa voiture n'était pas là, c'est que sa sœur n'était pas là. Donc il est reparti. On va maintenant se retrouver au mois de mars de l'année 1978, donc 4 mois après la disparition d'Agnès. La police a enfin décidé de prendre cette disparition en main et donc ils vont ouvrir une enquête. Ils vont faire quelque chose qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps, je pense, c'est aller au domicile d'Agnès et forcer la serrure et rentrer dans son appartement. Ils sont rentrés dans son appartement et là ils vont se rendre compte que voilà, les pièces sont vides, on sent que ça a pu être habité depuis 4 mois, que voilà, tout a été comme figé dans le temps. Et sur le bureau d'Agnès, vraiment bien mis en évidence, il va y avoir un petit mot décrit. Désolée, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien, Agnès. Je désire que Maurice s'occupe de tout. La police va donc directement penser qu'il s'agit d'une lettre de suicide. Rappelez-vous, Agnès avait quand même fait 2 tentatives de suicide au mois d'octobre de l'année 1977. Donc voilà, la police s'est directement dit, ok, elle était dépressive, elle avait déjà fait 2 tentatives de suicide. C'est possible que voilà, elle soit partie et elle ait voulu se donner à mort. C'est vrai que la famille d'Agnès, ils vont être assez perplexes par rapport à ça. Jean-Charles qui avait parlé à sa sœur et comme je le disais, Agnès l'avait quand même beaucoup rassuré sur son état de santé mentale. Ils ont un peu du mal à se dire que Agnès aurait mis fin à ses jours comme ça, surtout en partant de chez elle. Enfin, ils trouvent ça vraiment très bizarre. Et eux, ce qu'ils pensent, c'est que Agnès aurait laissé cette lettre pour leur dire adieu, mais pas qu'elle se serait enlevé la vie, mais plutôt qu'elle serait partie. Alors Jean-Charles, donc le frère d'Agnès, va parler à la police et il va expliquer que malgré tout, il a des soupçons sur Maurice Agnelet, donc le compagnon, ou plutôt l'ex-compagnon d'Agnès. Il dit que voilà, il le trouve assez louche et que en plus, là, dans cette situation, il ne montre aucune inquiétude par rapport à Agnès. Et d'ailleurs, il explique que quand on lui demande où est Agnès, il rigole un peu et il dit « Ah elle est partie se mettre au vert ». Après ça, donc Maurice Agnelet va devenir le suspect numéro 1. Voilà, il n'y a aucune preuve matérielle qui pointe contre lui. Simplement, toute la famille d'Agnès le montre du doigt. Ils disent tous que voilà, ils trouvent ce type extrêmement louche. Par contre, toute la famille d'Agnès n'est pas totalement d'accord sur la responsabilité de Maurice dans cette histoire. Une partie de la famille pense que Maurice sait où est Agnès et qu'il se tait, qu'il ne veut pas dire l'endroit où elle se trouve. Et une autre partie de la famille, notamment Renée, la maman d'Agnès, pense que Maurice est un homme dangereux et qu'il aurait pu faire quelque chose à Agnès. En septembre 1978, la police va faire une très grosse découverte. En fait, on va se rendre compte que Maurice Agnelet a versé tout l'argent que Agnès avait sur son compte sur son propre compte. Donc, il a volé tout l'argent d'Agnès. Suite à ça, à la fin de l'année 1978, Maurice Agnelet va être mis en garde à vue. Et en garde à vue, il va encore une fois avoir un comportement extrêmement étrange. À un moment donné, la police va lui poser une question. Et Maurice Agnelet va rester là, il va réfléchir comme ça pendant 1 heure. Ensuite, il va prendre un stylo et il va écrire sur une feuille de papier parce qu'il écrivait toutes ses réponses sur une feuille pour être sûr que la police ne déforme rien. Et il va simplement écrire non. Après 1 heure de réflexion. Donc pour vous dire, il était vraiment dans le calcul de tout ce qu'il disait, de tout ce qu'il faisait. En même temps, il est avocat, il s'y connaît, mais voilà, c'est quand même pas une attitude qu'une personne qui n'a rien à se reprocher adopterait. Enfin voilà, c'est mon avis. Une autre chose assez troublante, c'est qu'au début, quand il a parlé aux policiers, Maurice a nié toute relation intime avec Agnès. Il a dit que c'était simplement sa cliente et que ça s'arrêtait là et qu'il n'était pas du tout responsable de ce que sa cliente décidait de faire. Ça aussi, c'est quand même très étrange. Ensuite, après ça, donc il va être libéré et en 1980, Maurice Agnelet va partir vivre au Canada. Mais il va être appelé 3 ans plus tard parce que la justice a décidé de l'accuser d'homicide volontaire ainsi que d'abus de confiance. Il va donc revenir en France et il se fera arrêté et mis en détention provisoire en attendant son jugement. Mais malheureusement, le 7 octobre 1983, la police va abandonner toutes les charges contre Maurice Agnelet. Alors, la raison de cet abandon de charge, c'est que Maurice avait un alibi. Donc comme je le disais en début de vidéo, on pense que Agnès a disparu le week-end de la Toussaint 1977, donc peut-être le 2 novembre. Et quand on a demandé à Maurice de nous fournir un alibi, eh bien il en a donné un. Selon lui, le week-end de la Toussaint de l'année 1977,
Il était tout simplement à Genève, en Suisse, avec une autre de ses maîtresses. Cette maîtresse en question s'appelait Françoise Le Sœur. On a été la trouver, on lui a demandé de confirmer l'alibi et c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, on ne pouvait plus accuser vraiment Maurice, il avait un alibi et voilà, après ça il a pu retourner vivre librement où il voulait. Le 30 septembre 1985, suite à tout ce qui s'est passé au procès, à l'alibi, etc., Maurice Agnelet bénéficiera d'un non-lieu, donc il s'en sort comme ça. Alors la cour d'appel de Lyon va quand même le condamner à 30 mois de prison, dont 6 mois de sursis, donc il va pas vraiment faire, pour avoir quand même pris l'argent d'Agnès. Donc voilà, c'est quand même pas génial. Oui, il va faire un petit peu de prison, mais pour avoir pris un petit peu d'argent à Agnès, enfin un petit peu d'argent, c'est quand même des millions d'euros. Mais bon, comparé à la charge d'avoir peut-être tué une personne, c'est rien du tout. Mais attention, l'histoire n'est pas finie et heureusement, grâce à la maman d'Agnès, Renée Leroux, qui n'a pas arrêté d'enquêter. Et en 1999, elle a menacé Françoise. Donc rappelez-vous, c'était l'ancienne maîtresse de Maurice qui l'aurait accompagnée à Genève, au moment de la disparition d'Agnès. Elle va donc dire à Françoise qu'elle sait qu'ils n'étaient pas en Suisse, qu'ils n'étaient pas du tout à Genève, et elle va menacer Françoise d'aller à la police et de l'accuser d'avoir aidé Maurice à cacher le corps de sa fille. La Françoise, elle va paniquée et donc elle va aller dire à la police qu'elle retire tout ce qu'elle a dit, que c'est faux, qu'elle a menti et qu'elle n'a jamais été à Genève avec Maurice pendant le week-end de la Toussaint de l'année 1977. Elle dit qu'elle n'a rien fait d'autre, que voilà, elle n'a rien à voir dans l'histoire, simplement elle a menti pour Maurice, mais voilà, maintenant c'est plus la maîtresse de Maurice, elle n'a plus rien à voir avec cet homme et donc c'est tout, elle voulait juste dire la vérité pour que tout soit rétabli. Et donc grâce à ça, le 7 décembre 2000, le dossier d'homicide volontaire est réouvert et Maurice Agnelet se retrouve remis en examen. Malheureusement, le 20 décembre 2006, il va être acquitté car il n'y a toujours pas assez de preuves contre lui. Mais heureusement, le ministère public va faire appel. Donc là, il va y avoir encore plusieurs procès et heureusement, le 15 octobre 2008, la sentence finale va tomber. Il va être condamné à 20 ans de prison ferme. Et ça, c'est définitif. Il ne peut plus faire appel, c'est fini. Mais là, Maurice Agnelet et son avocat ne sont absolument pas contents du résultat, du fait qu'il va devoir passer 20 ans de sa vie en prison encore. Et donc, il va décider de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Entre-temps, le 12 avril 2007, Agnès Leroux est déclarée morte. On n'a toujours pas retrouvé son corps, mais bon, là, on se rend bien compte que elle peut plus être en vie et surtout la justice a condamné Maurice Agnelet comme l'assassin. En 2014, le propre fils de Maurice Agnelet va témoigner contre lui pour être sûr que son père ne sorte jamais de prison parce qu'il est sûr et certain que c'est bel et bien son père qui a tué Agnès. Il va expliquer que Maurice Agnelet s'était confié à Annie Litas, sa maman, ainsi qu'à lui-même, donc le fils de Maurice, pour leur expliquer tout ce qui s'était passé. Maurice leur a expliqué avoir tué Agnès dans son sommeil avec un fusil. Tout ça se serait passé à Monte Cassino en Italie. Il aurait ensuite jeté toutes les affaires d'Agnès dans une rivière et aurait mis son corps dénudé dans une forêt. Il aurait ensuite pris la Range Rover couleur crème d'Agnès, il aurait conduit jusqu'à une gare, il aurait garé la voiture jusqu'à la gare, puis ensuite il aurait repris le train jusqu'à Nice. Et depuis, Agnès aurait disparu et lui aurait dit qu'il n'avait rien fait à Agnès. Franchement, la famille et la justice croient quand même pas mal en ce témoignage. D'ailleurs, après ça, Maurice a menacé de se suicider si sa famille ne retirait pas ce témoignage. Donc voilà, il était vraiment très mal par rapport à ça. On sentait qu'il était très agité, comme si en fait ça prouvait que ça pouvait être la vérité. En mai 2015, la famille Leroux va obtenir 3 millions d'euros, donc c'était l'héritage d'Agnès, c'est l'argent que Maurice Agnelet avait volé à Agnès. Donc voilà, au moins ils vont récupérer leur argent, ça remplace pas une fille, ça remplace rien du tout. Mais bon, c'est ça en moins pour Maurice, donc voilà. Là, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'en 2020, Maurice Agnelet a pu sortir de prison pour des raisons médicales. Il serait parti directement vivre chez son fils. Donc ça, je n'ai pas très bien compris si on parle du même fils qui a témoigné contre lui. Est-ce qu'il lui a pardonné? Est-ce qu'ils se sont expliqués? Ou est-ce que c'est un autre fils? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été vivre
chez un de ses fils. Et finalement, en janvier 2021, il est décédé. Il a en fait une crise cardiaque et donc il avait 82 ans quand il est décédé. Malheureusement, la maman d'Agnès, Renée, est aussi décédée entre-temps, donc voilà, mais ça reste une histoire très triste. Je suis vraiment triste pour la famille d'Agnès, pour ses parents, parce qu'ils ont dû se battre. Ils ont perdu leur fille et ils ont quand même dû continuer à se battre. C'est vraiment horrible. Ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Martha Moxley. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais voilà, là aussi c'était une histoire où les parents avaient dû énormément se battre pour garder l'assassin de leur fille en prison. Sinon, j'espère que vous aurez trouvé la vidéo intéressante, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses sur cette histoire si vous connaissiez déjà l'affaire. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut si la vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, entre guillemets. Et puis de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!